Dans ce diaporama, nous allons travailler sur les mollusques. Les mollusques appartiennent aux protostomiens. Donc, les protostomiens sont des animaux triblastiques avec 3 feuillets, mésoderme, endoderme et ectoderme. Alors, on regarde cet arbre. Donc, dans les protostomiens, vous avez soit les lophotrochozoaires, soit les ecdysozoaires qui contiennent les arthropodes. Donc, les lophotrochozoaires, ce sont les annélides, entre autres, et les mollusques, qui sont regroupés dans cette catégorie, dans ce taxon, par le partage d'un caractère, qui est la larve véligière ou trochophore qui se ressemble, mais aussi sur des critères génétiques. Donc, nous allons voir quelles sont les grandes caractéristiques du plan d'organisation des mollusques, et ensuite, on verra également les différents groupes qu'il y a à l'intérieur des mollusques, et enfin, comment ils réalisent leurs différentes fonctions. Donc les mollusques, voici leurs caractéristiques. Donc ça fait partie du deuxième embranchement le plus important après les arthropodes. Donc c'est pour ça que dans mon cours, j'ai surtout parlé des protostomiens, parce que c'est finalement là où il y a le plus de biodiversité. Et donc ils sont principalement aquatiques, mais vous avez des espèces terrestres, pensez par exemple à l'escargot. Donc le corps est mou, mais il est protégé par un exosquelette qu'on n'appellera pas une cuticule, mais une coquille qui est de nature calcaire, alors que la cuticule des insectes était de nature chitineuse. Donc cette coquille, elle est sécrétée par un manteau, et le manteau en fait c'est le bord du corps, en fait une sorte de protection du corps qui enveloppe l'ensemble du corps et qui va sécréter vers l'extérieur la coquille et qui va envelopper l'ensemble des parties du corps. Donc il est représenté ici en bleu sur le schéma. Et donc vers l'extérieur, il sécrète la coquille qui est en marron. Donc le corps va être divisé en 3 parties, la tête, le pied et la masse viscérale qui contient les organes digestifs, le cœur notamment, l'appareil sanguin, etc. Donc maintenant, il n'y a pas de traces de métamérisation, sauf dans quelques espèces de mollusques qu'on ne verra pas. On les voyait l'année dernière, mais on ne verra pas, donc par exemple les chitons. Et donc, normalement, ce sont des animaux à symétrie bilatérale, ils appartiennent aux triblastiques bilatériens, mais cette symétrie va être altérée au cours du développement embryonnaire, et donc a été altérée au cours de l'évolution. Donc, elle a été perdue chez certaines espèces, notamment les escargots, ils ont la coquille que d'un côté. Par exemple, donc l'ensemble des gastéropodes. Et donc ils ont une larve véligère qui est très proche de la larve trochophore qui se voit ici avec, on retrouve les différentes caractéristiques, un pied, une tête, la masse viscérale protégée par une coquille. Donc quelles sont les grandes catégories de mollusques, les grandes classes de mollusques? Donc nous allons en voir que 3, mais sachez qu'en fait il y a plusieurs types de mollusques autres qui sont moins connus, notamment les chitons ou polyplacophores que vous voyez ici, et donc on voit des traces de la métamérisation, notamment au niveau de leur coquille qui est segmentée. Ce qui nous intéresse dans ce cours, ce sont les plus nombreux au niveau de la diversité. Donc vous avez les bivalves, qu'on appelle aussi les lamellibranches. Donc ce sont ceux dont la coquille est formée en 2 valves, d'où le terme bivalve. Là, la symétrie bilatérale est bien visible. Quand vous prenez une moule, vous pouvez par exemple la séparer en 2. Chez ces animaux, vous avez une perte, une réduction de la tête. Si vous devez chercher la tête de la moule, vous allez avoir du mal. Et donc on dit qu'ils sont acéphales. Cela est lié à leur mode de vie. En général, ce ne sont pas des prédateurs. Ils vont filtrer l'eau. Ils sont donc microphages suspensivores. Et donc, il va y avoir une régression de la tête au cours de l'évolution pour, en fait, une perte au cours de l'évolution du fait de cette adaptation à ce mode de vie. Et donc, le pied, vous ne le voyez pas forcément dans la moule, mais en fait, quand on regarde une moule vivante, il y a le pied qui peut sortir entre les 2 coquilles pour aller chercher le substrat et se déplacer. Elle va s'y attacher grâce à une sécrétion de petites molécules qu'on appelle le byssus qui s'accroche sur les rochers. Donc je vous laisse regarder le reportage sur la moule pour bien voir ce déplacement. Vous avez ensuite donc les céphalopodes et les gastéropodes qui sont plus proches entre eux. Donc les céphalopodes, c'est la seiche, le calmar, donc qui vont avoir en fait leur pied qui va se transformer en tentacule. Donc c'est pour ça que céphalopode, céphalo c'est la tête, pod, donc c'est les pieds dans la tête.
Donc là, la symétrie bilatérale existe toujours. Le pied est donc transformé en tentacule et un entonnoir qui va permettre de faire aspirer l'eau et de la rejeter pour la nage à réaction. On verra ça plus tard. Donc contrairement aux moules par exemple, donc aux bivalves en général, vous allez avoir un développement très important de la tête avec un regroupement des appareils sensoriels à l'avant du corps, donc une céphalisation, c'est des termes qu'on commence à revoir. Donc cette céphalisation, elle est liée à une adaptation à la prédation. Et donc du coup, on constate un fort développement du cerveau chez ces animaux. Donc on sait qu'ils ont des capacités de mémorisation, etc. On a des axones géants qui vont permettre de transmettre l'information électrique rapidement du cerveau au manteau et donc aux muscles du corps également. Et donc du coup, ça va permettre une adaptation à la prédation et également au camouflage. Donc il y a une cérébralisation. Alors la coquille, vous me direz où est-ce qu'elle est ? Eh ben, elle a régressé au cours de l'évolution. Soit elle a été internalisée, donc elle a été internalisée sous le manteau. Donc ça c'est du coup une exception à l'exosquelette chez les protostomiens. Et elle peut carrément disparaître chez certaines espèces. Alors une autre adaptation à la prédation, ça va être un bec de perroquet qui va permettre de capter les proies. Et une radula, donc si on avait fait le TP, on l'aurait prélevé par exemple chez l'escargot, puisque l'escargot la possède au-dessus. Donc la radula, c'est une petite râpe qui est sur la langue et qui va permettre de râper le substrat. Et donc là, ça va permettre de râper les proies. Alors une autre caractéristique qu'on trouve chez ces espèces, on peut manger de l'encre, donc c'est une poche à encre qui va être libérée par cette cavité paléale et dans l'entonnoir, donc à l'extérieur du corps, et donc ça va permettre de masquer en fait l'animal, de le camoufler par ce nuage noir dans l'eau, et donc ça c'est une stratégie pour lutter contre les prédateurs. Le dernier groupe, ce sont les gastéropodes. Donc les gastéropodes vont avoir une seule coquille qui va être enroulée en spirale, et donc il y a une perte de la symétrie bilatérale au cours du développement embryonnaire. Et ça, c'est lié à des changements morphologiques donc importants. Donc notamment, si vous regardez, le pauvre animal, donc déjà il va subir une flexion en U de son tube digestif. Donc le tube digestif est en vert ici. Donc d'abord il va se fléchir en U pour rapprocher la bouche de l'anus, et le pied sera entre les deux. Là vous avez la petite coquille. Donc ça, on regarde la larve. Ensuite, il va y avoir une torsion à 180 degrés. Donc c'est-à-dire que la bouche et l'anus étaient normalement du même côté, donc ça va faire une torsion à 180 degrés, et après la coquille va s'enrouler en spirale. Donc vous voyez, il y a 3 modifications qui vont perturber l'organisation en axe de symétrie bilatérale de cet animal. Alors si on regarde le plan d'organisation d'un mollusque, c'est très difficile d'en construire un vu la diversité des plans d'organisation que je viens de vous montrer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle un plan d'organisation archétype de mollusque. Donc c'est ce qu'on appelle le mollusque ancestral archétype ou Hypothetical Ancestral Mollusque, donc qui ressemble plutôt à un gastéropode, et donc il n'existe pas. On a essayé de reprendre tous les points communs de l'ensemble des mollusques avant éventuellement les modifications embryonnaires et les torsions que l'on peut observer ou des pertes, notamment les pertes de la tête. Donc dans un mollusque ancestral, on considère l'ancêtre commun donc, de tous les mollusques. On a donc la tête, les 3 parties, la tête, le pied, la masse viscérale. Attendez, donc la tête, le pied, la masse viscérale. La masse viscérale est bordée vers l'extérieur par un manteau qui sécrète la coquille. Et en fait, on a un repli vers l'intérieur du corps, comme ça, qui délimite ce qu'on appelle une cavité paléale. Donc c'est ce repli vers l'extérieur. Dans cette cavité paléale se jettent les gamètes, se jette le rein, donc l'orifice urinaire. Et puis, on peut également trouver des branchies chez les animaux qui sont aquatiques. Et donc, elle est une prolongation ici également du tube digestif parce que se jette l'orifice l'anus. Donc voilà les différentes caractéristiques qu'il faut que vous reteniez. Et le concept de cavité paléale, cette invagination plus ou moins profonde vers l'intérieur du corps de l'animal, et ben ça va avoir un rôle fondamental, notamment dans la respiration grâce à la présence des branchies, où ça va se transformer en poumon chez les escargots.
Donc maintenant, on va reprendre chacune des parties. Donc la tête, elle va concentrer les organes sensoriels et de la nutrition. Donc chez l'escargot, par exemple, vous avez un œil. Au niveau des tentacules, vous avez des tentacules plus à rôle gustatif et olfactif. Vous avez également des organes de l'équilibration, comme les statocystes, qui sont un peu l'équivalent de l'oreille interne chez nous. Donc cette tête va se réduire chez les bivalves et au contraire se développer énormément chez les céphalopodes. Le pied, c'est la deuxième partie du corps. Donc le pied, on comprend bien ce que c'est chez un gastéropode, donc chez l'escargot. Donc vous avez le pied qui va servir à la reptation, donc on appelle ça une sole de reptation. Mais le pied peut aussi être visible donc chez la moule. Donc là, le pied ne se voit pas, mais il est rattaché à ces filaments du byssus. Il va permettre de se déplacer. Et le pied va permettre de se transformer en siphon pour aspirer l'eau et rejeter l'eau chez des animaux comme les coqs par exemple. Et les céphalopodes, donc leur pied a évolué et ce sont ces tentacules en fait qui ont été mis en place par migration du pied à l'avant. Donc là vous avez le corps avec le manteau. Donc le manteau c'est la partie externe du corps, là qu'on voit briller, et la cuticule, la coquille pardon, a disparu, enfin elle est internalisée. Donc le pied va servir plutôt ici à la prédation. Donc la masse viscérale, c'est la troisième partie du corps, c'est tout ce qui va contenir les organes, donc les organes digestifs, les organes du rein, les gonades, et donc il est protégé, cette masse viscérale, elle est protégée par le manteau et par la coquille. Donc elle est en général postérieure par exemple chez les céphalopodes, elle est supérieure, enfin elle est dorsale chez les escargots, elle est au-dessus du pied, hein, et elle va être centrale également chez les moules. Ces organes participent à la reproduction et à la nutrition. Donc la cavité paléale, je vous ai dit que c'était une partie très importante chez ces animaux, donc c'est une invagination du corps vers l'intérieur du corps en fait. Et ça va contenir notamment tous les orifices, donc l'anus, l'orifice urinaire, l'orifice génital pour libérer les gamètes, si la reproduction est externe. Et ça va contenir également des branchies, où chez les espèces pulmonées, ça va se transformer en fait en poumon, c'est-à-dire que le manteau va être irrigué et donc ça va permettre de capter l'oxygène dans cette air qui est invaginer à l'intérieur du corps pour le transmettre donc dans la circulation sanguine. Donc cet orifice, cette cavité paléale est délimitée par le manteau, donc c'est une invagination vers l'intérieur du corps, elle communique avec le milieu extérieur et donc fondamentalement il va y avoir les orifices génitaux, urinaires, l'anus et des branchies. Mais au cours de l'évolution, ces branchies peuvent être perdues. Donc là vous avez une vue de dessus, hein, donc vous voyez que on trouve les cténobranchies, la respiration, on trouve aussi des organes pour la perception des molécules chimiques, donc c'est ce qu'on appelle les os radies, donc les différents orifices dont je vous ai parlé. Cette cavité paléale va se modifier du coup au cours de l'évolution, donc elle va s'agrandir énormément chez les espèces lamellibranches ou les bivalves. Donc elle va contenir des branchies, donc vous voyez si vous faites une coupe d'une moule transversale, donc vous avez la coquille. Ce que vous grattez là quand vous détachez votre moule de la coquille, en fait c'est le manteau. Et donc le manteau il est en rouge ici. Et donc le manteau il délimite une grande cavité qui est donc cette cavité paléale dans laquelle va pendre la masse viscérale et de grandes branchies que je vous ai entourées ici. Et donc l'eau va rentrer dans cette cavité paléale et donc va permettre d'approvisionner en oxygène les branchies. Et donc le pied, du coup, il n'est pas représenté forcément ici sur ce schéma, mais donc en bleu, là je voulais montrer, donc c'est ce qui prolonge en fait la masse viscérale. En fait, dans le schéma c'est un peu faux, la masse viscérale est là, et ça c'est ce qui descend, c'est le pied. Donc les branchies, elles vont avoir un rôle dans la respiration, mais elles ont également des petits cils, donc là c'est une coupe de la branchie, qui vont capter la nourriture, donc les petites particules, les bactéries, les protozoaires, pour les amener à la bouche. Donc elles vont avoir un rôle de filtre en fait à eau pour récupérer les particules alimentaires par microphagie suspensivore. Chez les gastéropodes, donc, il peut y avoir donc soit des gastéropodes qui vivent encore dans l'eau, c'est la lapillus par exemple. Donc là, ils contiennent encore des branchies, mais une des deux a été perdue au cours de la torsion.
Et chez l'escargot, en fait, cette cavité palliale va perdre sa branchie et en fait, elle va être transformée en poumon. Donc, par exemple, une expérience qu'on fait avec des centièmes, donc on constate donc la cavité palliale, elle communique avec l'extérieur par ce petit trou qu'on appelle le pneumostome. Et donc, la cavité palliale, elle est sous ce manteau-là. Et donc, quand je souffle, eh ben, je fais gonfler ma cavité palliale et donc le manteau se sépare du reste du corps sur lequel il était juste plaqué et donc l'air est rentré dans cette cavité et c'est cette cavité qu'on appelle la cavité palliale. Et donc il n'y a plus de branchies, mais le poumon, on voit il y a des sortes de ramifications grises, là, marron. Donc ce sont des vaisseaux d'hémolymphe qui viennent donc capter l'oxygène qui rentre par-dessous et qui vont permettre d'irriguer l'ensemble du corps, en amenant l'oxygène à l'ensemble du corps. Donc en fait, chez les gastéropodes de pulmonie, en fait, la cavité palliale s'est transformée en poumon, donc c'est juste un orifice, une cavité dans laquelle rentre l'air, et comme cette cavité est bordée par plein de vaisseaux sanguins, l'oxygène va pouvoir y être échangé. Alors quand je dis vaisseaux sanguins, c'est un peu faux, mais c'est vaisseaux d'hémolymphe, parce que le système circulatoire est ouvert. Et chez les céphalopodes, donc la cavité palliale, elle est représentée ici en marron. Donc il va y avoir tous les orifices dont je vous ai parlé, des branchies, la poche du noir qui va se déverser aussi dans cette cavité. Et en fait, c'est aussi le lieu de la fécondation. Donc les gamètes vont être femelles vont être libérées dans cette cavité ici. Et le mâle va venir introduire chez la femelle par cet entonnoir ses spermatozoïdes et la fécondation aura lieu à l'intérieur de cette cavité palliale. Alors ensuite, une des caractéristiques de cette cavité palliale, c'est que l'eau va rentrer. Et quand l'animal va expulser l'eau, du coup, ça va lui faire un mouvement de recul vers l'arrière, hein, comme quand vous tirez, enfin moi ça m'est jamais arrivé, mais quand vous tirez une balle, bah il y a un mouvement de retrait. Et ben là, du coup, ça va faire reculer l'animal quand il va expulser l'eau vers l'avant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la nage à réaction. Donc voilà ce que c'est que la cavité palliale, c'est le concept important à retenir et essayer de vraiment de visualiser. Alors quand on fait le TP, c'est plus simple. Donc essayez de bien regarder les vidéos de dissection. Dernière caractéristique, donc commune à tous les mollusques, c'est la présence d'une coquille. Donc la coquille, elle est sécrétée vers l'extérieur par le manteau. Elle est de nature calcaire, elle possède 3 couches, l'hypostracum qui est nacré, l'ostracum et le périostracum. Donc quand vous regardez une coquille vers l'intérieur, vous voyez qu'on a du nacre ici, donc ça c'est l'hypostracum. Et donc on a des espèces perlières, donc ce sont des espèces qui vont former des perles par dépôt d'hypostracum sur des aspérités qui vont s'initier finalement entre les 2 couches. Et donc ça c'est à l'origine de la bijouterie. Hein. Donc la croissance va être continue de l'animal, c'est-à-dire que l'animal ne mue pas, il ne perd pas sa coquille pour en reformer une autre, mais on peut observer par contre que la coquille, elle croît de manière discontinue, on a des stries d'accroissement comme ça. Donc c'est un peu comme les arbres, on pourrait en regardant le nombre de stries estimer l'âge de l'animal. Donc, ne pas confondre la croissance discontinue de la coquille, qui est juste le fait que la coquille, elle forme des cernes, un peu comme les arbres, et la croissance continue de l'animal. L'animal ne perd pas sa coquille, sa taille va croître de manière constante, sans palier, au cours de son développement. Donc, maintenant, voyons les grandes fonctions. Donc ces animaux ont un appareil circulatoire ouvert avec une oreillette et un ventricule qui va pomper le sang dans un vaisseau sanguin principal, un vaisseau d'hémolymphe, l'aorte, et l'aorte va déverser son sang dans la lymphe, donc ça va se mélanger et ça va former l'hémolymphe, donc dans des lacunes sanguines ou des lacunes d'hémolymphe. Donc les vaisseaux vont soit vers les branchies, soit vers les autres organes du corps. Donc chez les animaux de type terrestre, ça va vers le manteau de la cavité palliale et ça va donc oxygéner le sang. Le sang oxygéné va revenir donc vers le cœur par des pseudo-veines et ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'hémoglobine, donc le sang, l'hémolymphe n'est pas rouge. Par contre, on a une exception, c'est chez les céphalopodes. Les céphalopodes possèdent du sang, ils possèdent donc un système circulatoire fermé, donc le sang est différent de la lymphe, ne sont pas mélangés, et en plus ils possèdent 3 cœurs. Donc 2 cœurs qui accélèrent le sang dans les branchies,
Le sang est oxygéné, donc c'est ce que vous avez ici. Donc là, vous avez 2 cœurs qui accélèrent le sang dans les branchies. Le sang est oxygéné. Le sang revient à un autre cœur qui va envoyer le sang dans l'ensemble du corps. Donc ça, on considère que c'est une adaptation au mode de vie de prédation avec beaucoup de déplacements, ce qui est coûteux au niveau énergie. Et donc, ça va permettre d'optimiser l'approvisionnement en oxygène des muscles et des branchies. Et donc, il y a 3 cœurs, 2 cœurs bronchiaux qui pompent le sang dans les branchies et un ventricule, en fait, c'est plutôt systémique, donc il n'y a pas d'oreillette, il n'y a que un ventricule qui va pomper le sang dans la circulation générale. En ce qui concerne donc la respiration, on l'a déjà vu un petit peu, la plupart des espèces sont aquatiques, donc il va y avoir principalement une respiration branchiale. Donc quand vous mangez une huître, vous mangez des branchies, ça c'est le manteau autour, et donc là vous avez les branchies. Sauf donc les espèces en milieu terrestre, notamment les gastéropodes pulmonaires comme les escargots qui vont perdre ces branchies et ce sera juste la paroi du manteau qui servira à capter l'oxygène par les vaisseaux qu'elle contient au niveau de la cavité paléale. Au niveau des fonctions de relation, donc le système nerveux chez les céphalopodes est extrêmement développé. Je vous ai mis ici une coupe de cerveau de sèche. Donc vous avez un gros développement, donc il y a une vraie cérébralisation. C'est pas juste quelques ganglions qui sont regroupés comme on avait chez les annélides et comme on aura chez l'escargot. On a vraiment le développement d'un cerveau qui va être protégé par une capsule céphalique de nature cartilagineuse, un peu comme notre crâne. Et de ce cerveau donc partent des neurones géants, des axones géants qui vont aller stimuler la contraction des muscles, qui vont également stimuler des chromatophores. Donc les chromatophores, ce sont des cellules qui contiennent des pigments, ce qui va permettre le camouflage de l'animal qui va prendre la même couleur que le substrat. Et ce cerveau va aussi traiter beaucoup d'informations qui proviennent des yeux et des organes sensoriels autres. Et puis ces informations partent aussi également vers les bras pour assurer la prédation. Donc il y a une céphalisation et une cérébralisation avec de gros ganglions fusionnés à l'avant pour former vraiment un cerveau. Donc c'est une convergence évolutive avec les vertébrés. Il y a donc une protection par une capsule céphalique cartilagineuse, donc aussi un crâne, mais je mets entre guillemets parce que c'est pas le même crâne que chez nous, c'est une convergence évolutive aussi. Des axones géants qui vont augmenter la vitesse de conduction, donc d'ailleurs ils ont été utilisés pour étudier le potentiel d'action. Il n'y a pas de myélinisation. Par contre, chez les bivalves, il va y avoir une tête absente, on dit qu'ils sont acéphales, et donc les organes sensoriels vont être plutôt regroupés autour du manteau pour détecter la qualité de l'eau notamment, et le cerveau va être très peu développé, ça va être quelques ganglions qui vont être présents, un peu comme chez les annélides. Enfin, pour la fonction de reproduction, il n'y a pas de caractéristiques générales que je peux vous exposer. Donc je vais juste vous donner quelques exemples sur des animaux que vous connaissez bien. Donc les sexes peuvent être répartis de manière très variée. Donc soit vous avez des espèces hermaphrodites qui sont à la fois mâles et femelles, soit des espèces gonocoriques. Donc si vous prenez par exemple la sèche, la moule, le buxin, ce sont des espèces gonocoriques, alors que l'escargot et l'huître sont hermaphrodites. Et on a même des cas de changement de sexe au cours du temps. Donc quand vous allez sur la plage, vous trouvez des crépidules. Donc ces crépidules, en fait, celles qui sont à la base sont les plus vieilles, sont des femelles, et les plus jeunes qui se déposent sur le dessus sont des mâles. Et au fur et à mesure que des individus vont se déposer sur elles, et cet individu qui est mâle va devenir femelle. Donc on peut pas dire elle ou lui. Donc la Crepidula fornicata, ce sont des mâles quand ils sont jeunes. Ensuite, ils vont avoir les deux et ensuite, ils vont perdre les caractéristiques mâles pour devenir des femelles. La fécondation est en général externe, c'est-à-dire que les gamètes sont libérés dans le milieu extérieur, sauf par exemple chez les sèches où le mâle va pouvoir déposer, comme je vous l'ai expliqué, dans la cavité paléale les spermatozoïdes pour qu'il y ait une fécondation à l'intérieur de la cavité paléale. Et la plupart des espèces ont un développement indirect, c'est-à-dire qu'il va y avoir formation d'une larve, la larve vellugère dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est les espèces aquatiques, mais pour l'adaptation au milieu terrestre, en fait, on va avoir un développement direct, c'est-à-dire que les individus qui sont
formé à la sortie de l'œuf ressemble vraiment à l'adulte, sauf que donc il va y avoir besoin d'une croissance, mais il n'y aura pas de métamorphose. Donc par exemple, pensez aux escargots, et ils font des bébés escargots qui ressemblent à l'adulte, donc c'est un développement direct. Voici donc pour ce petit bilan sur les mollusques. Donc vous aurez un dernier diaporama d'une petite demi-heure pour les deux ptérostomiens, juste pour terminer ce cours. Mais donc sachez que j'y ai passé beaucoup moins de temps parce que ce sont au niveau de la biodiversité, finalement, c'est là où il y a le moins de biodiversité, c'est un choix. Et surtout, ce sont les espèces que vous avez plus étudiées. Donc là, je voulais vous emmener sur des espèces moins connues du grand public. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.